You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Au micro, Cristina Rosati, de l'autre côté de la vitre, je salue notre Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Merci d'être là. Au sommaire cette semaine, nous revenons sur un sujet qui nous est très cher au comité des familles, l'allaitement des femmes qui vivent avec les VIH. Nous le ferons à travers les témoignages du docteur Patrick Papazian, sexologue. Quel est le ressenti des femmes et quel est le lien entre sexualité et allaitement? Passerons ensuite aux annonces du cœur pour finir avec les infos de la semaine. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur le site comitédesfamilles.net. Nous avons également un Twitter VIH Radio, notre page Facebook Comité des familles et notre forum. Allaitement et sexualité, quel impact sur la vie des personnes qui vivent avec les VIH? L'allaitement des femmes qui vivent avec les VIH, c'est un thème qui nous est très cher aujourd'hui. Nous l'affronterons à travers les témoignages du docteur Patrick Papazian, sexologue. Quel est le ressenti des femmes et quel est le lien entre sexualité et allaitement? La parole au docteur Papazian. Alors quand les femmes ou les couples viennent me voir en consultation de sexologie, ce qu'il faut déjà bien savoir, c'est qu'on parle de beaucoup de choses qui ne sont pas directement liées à la sexualité, mais qui vont être connectées à l'image qu'on peut avoir de soi en tant que femme, en tant que mère, sa féminité, l'estime que l'on a pour soi. Et ce sont souvent tous ces sujets qui sont adressés dans nos consultations. Et du coup, l'allaitement fait partie de ces sujets-là parce que les femmes vont souvent me parler de ce moment de leur vie, soit parce qu'elles l'ont vécu, soit parce qu'elles ne l'ont pas vécu, et vont souvent rattacher ça à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes en tant que femmes et en tant que maman. Du coup, le sujet de l'allaitement, c'est quelque chose d'important dans la construction de l'identité de ces femmes que vous rencontrez. Extrêmement important parce que l'allaitement, pour toutes les femmes, c'est un symbole, c'est une tradition souvent, c'est une liberté qu'on a ou qu'on n'a pas, d'allaiter ou de ne pas allaiter. C'est aussi parfois quasiment un ordre, une injonction. On est dans une société où des fois on reçoit le message que si on n'allaite pas son enfant, c'est pas bien, le lien ne va pas bien se créer avec l'enfant va être en moins bonne forme physique. Donc c'est un sujet capital dans la construction de son identité en tant que femme-maman, si je puis dire. Et de l'autre côté, par contre, on a aussi, j'imagine que vous avez rencontré des femmes pour lesquelles c'est aussi la liberté de ne pas allaiter. Mais exactement, il y a tous les cas de figure. Il y a des femmes qui étaient très contentes de me dire « moi, je ne voulais pas allaiter, j'avais pas envie d'avoir des conséquences de l'allaitement, d'avoir les tétons mordus par l'enfant ou déformés, ou alors avoir cette contrainte-là. Moi, je voulais absolument pas le faire et j'étais très contente de pas le faire. » Et puis, à l'inverse, j'ai vraiment des femmes qui m'ont parlé du fait de ne pas avoir pu allaiter parce qu'on leur avait contre-indiqué, notamment quand elles vivaient avec le VIH, et elles me l'ont parfois dit en pleurs, parce que c'était très douloureux pour elles de ne pas avoir pu vivre ce moment. Justement, pour ces femmes qui vivent avec les VIH, quelles sont pour elles la contrainte majeure? Voilà, vous l'avez déjà dit,
s'ils n'allaitent pas parce que sous l'avis contraire de son médecin traitant, de son infectiologue, j'imagine. C'est ça. En France, le message, il est clair, c'est toute femme vivant avec le VIH, quel que soit son état de santé, même si sa charge virale est indétectable, si elle prend bien son traitement et si tout se passe bien, en théorie, il faut lui demander de ne pas allaiter l'enfant. Donc c'est une contre-indication. Maintenant, dans la pratique, il faut toujours qu'il y ait une discussion sur ce sujet-là, parce que en médecine, c'est jamais aussi simple, c'est jamais aussi tranché, mais face à des êtres humains, et il faut toujours qu'on puisse discuter pour voir si l'envie d'allaiter est quelque chose qui est viscéral chez la femme, et qu'on puisse évaluer avec elle si c'est envisageable et sous quelles conditions. Mais en théorie, oui, on n'allaite pas quand on vit avec le VIH en France. Dans les autres pays, et notamment dans des pays où la nutrition des nouveau-nés est un sujet complexe parce que il n'y a pas de nourriture artificielle adaptée ou facilement disponible, ou parce que l'eau n'est pas facilement disponible, dans ces cas-là, on va peser le pour et le contre, parce qu'il peut parfois être intéressant de quand même proposer aux femmes d'allaiter pour que le nourrisson puisse se développer correctement. Et quand les femmes parlent de l'allaitement comme quelque chose que, par exemple, elles voudraient faire, mais elles pensent de ne pas pouvoir faire parce que vivent avec les VIH et c'est contre-indiqué. Comment vous les accompagnez? Qu'est-ce que vous faites pour les soutenir? Je crois que la première chose, c'est déjà d'écouter ce que ces femmes ont à dire, et surtout de valider tout ce qu'elles nous disent, parce que souvent on a des femmes qui vont nous dire mais pour moi c'est terrible, j'ai l'impression d'être une mauvaise mère, une personne qui n'est pas à la hauteur, et au fond je me reprends dans la figure ce VIH qui s'était fait un tout petit peu oublier grâce au traitement, et puis là tout d'un coup je me dis je suis pas une mère, je vais pas être une mère comme les autres. Donc ça, déjà il faut écouter ça, et puis il faut écouter aussi tout le poids que représente l'allaitement. On en a un peu parlé avant, mais je crois que c'est vraiment important de permettre à la femme de vider son sac, si je puis dire, et de tout exprimer. Ensuite, ce qui va être important, c'est de lui dire que elle a raison, c'est-à-dire que l'allaitement, c'est un sujet sérieux. On ne peut pas simplement balayer ça du revers de la main et dire mais écoutez, c'est pas grave, maintenant il y a des très bons laits artificiels et finalement allaiter, c'est pas très capital, on s'en fiche. Je crois qu'il faut en effet lui dire vous avez raison, l'allaitement c'est un sujet central. Lui rappeler aussi la force des symboles. On a des symboles très forts liés à l'allaitement. Moi, je dis toujours aux femmes dans ces cas-là que la galaxie dans laquelle on habite, elle est issue d'un symbole d'allaitement, la Voie lactée. Elle a été créée parce que dans la mythologie, Junon, la femme de Zeus, a laissé partir un jet de lait de son sein, et ça a donné toutes les étoiles et les constellations et l'endroit où on habite dans l'espace. Donc c'est pour lui dire vous avez donc raison de penser que c'est un sujet sérieux. Maintenant, j'aimerais, et je dirais que c'est la troisième étape, une fois qu'on a écouté et qu'on a validé, c'est de trouver des points d'entente avec cette femme et de dire finalement, il faut aussi prendre des distances par rapport à certaines injonctions qu'on reçoit dans la société, où l'allaitement, ça serait la seule façon de créer du lien avec l'enfant, de permettre à l'enfant de ne pas avoir plus tard certaines maladies, et ça on retrouve beaucoup ça dans les publications ou sur Internet. Les enfants qui ne sont pas allaités auraient tendance à être plus malades, à attraper tout un tas de cochonneries, des virus, des bactéries, à même être en surpoids par rapport aux enfants qui ont été allaités. Et c'est de leur dire, mais vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas été allaités et qui se portent extrêmement bien, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui, indépendamment du VIH, n'arrivent pas à allaiter, et leurs enfants sont en pleine forme, et il n'y a pas de souci avec ça. Donc ce qui va compter, c'est pas d'allaiter ou de ne pas allaiter, c'est la manière dont vous allez arriver à passer à l'étape d'après, à vous dire, ok, j'allaite pas, mais c'est pas pour ça que je vais être une mauvaise maman. Il y a plein d'autres choses à faire pour être une bonne maman avec son enfant que l'allaitement. Et on peut être une très bonne mère sans allaiter, ça pose aucun problème. Donc ça, c'est vraiment une discussion à avoir avec la femme, sans oublier de mettre le mari dans la boucle quand il y a un homme, parce que c'est aussi parfois l'homme qui met la pression à la femme pour qu'elle allaite. Et donc c'est important qu'on ait le couple en face de nous pour discuter.
Oui, ça peut être l'homme ou bien l'entourage, la famille. Par exemple, il y a des femmes, sûrement que dans notre association, nous rencontrons des femmes d'origine africaine qui, par exemple, n'allaitent pas leurs enfants quand ils sont toutes seules parce qu'ils ont peur de la transmission du VIH, mais ils le font en présence d'autres personnes pour essayer de masquer parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils vivaient avec les VIH. Ça, c'est des cas que vous ont arrivé de rencontrer? Oui, alors c'est des cas qui m'est arrivé de rencontrer et qui m'ont fait mieux comprendre que l'allaitement, comme vous le dites très très bien, c'est un sujet communautaire, vraiment. C'est-à-dire que si je prends un exemple qui m'a été rapporté par une patiente, elle me racontait que dans certaines populations africaines, et par exemple chez les Maasai, on échange les enfants pour l'allaitement. Quand deux femmes sont en train d'allaiter, elles échangent un moment les enfants pour que un enfant soit allaité par l'autre femme et réciproquement, parce que ça revient à créer des liens du sang au sein de la communauté. Et ça, c'est juste un exemple pour vous dire à quel point le poids de la communauté et le poids des autres femmes peut être très important pour dire mais si, c'est très important d'allaiter aussi par rapport à la communauté. Et donc, je vous rejoins complètement, c'est important qu'on puisse porter cette parole du fait que on respecte le symbole que ça représente, mais il est possible aussi de créer des liens autrement que par l'allaitement. C'est important qu'on porte cette parole-là devant les communautés pour rompre un peu ces chaînes-là et ces messages qui parfois peuvent amener les femmes du coup à allaiter sous la pression, alors que en effet, elles ont très bien compris qu'il y avait un risque de transmission du VIH. Et oui, surtout dans ce cas de figure, c'est-à-dire un allaitement intermittence. C'est vraiment le pire cas de figure qui puisse y avoir. Oui, c'est le pire cas de figure, puisqu'on explique très bien aux femmes que quand en plus on mélange, par exemple, de l'allaitement maternel et puis le fait de conseiller des aliments autres, on va vraiment là être en zone de très haut risque de transmission du VIH si jamais il y a un peu de virus dans le lait, parce que la paroi du tube digestif du bébé a tendance à être un peu fragilisée par les autres aliments que le lait maternel. Et du coup, quand du lait maternel vient par-dessus ça, là, le virus risque d'être très vite dans le sang du bébé, de passer dans le sang du bébé. Donc ça, c'est en effet le cas de figure le pire. C'est-à-dire que du coup, là, on est en effet dans des zones à risque élevé. Mais en revanche, ce qu'on dit toujours aux femmes, c'est que c'est très important qu'elles nous le disent, surtout qu'elles ne le cachent pas, qu'elles n'allaitent pas en cachette, même de temps en temps, parce qu'on ne jugera jamais. En tout cas, ça me semble très important de s'interdire de juger. Mais en revanche, ça peut nous permettre aussi de mettre en place une stratégie de dépistage plus adaptée en fonction de ce cas de figure. Et à l'inverse, est-ce que ça vous arrive de rencontrer des femmes qui allaitent en vivant avec le VIH aussi sous l'accord, entre guillemets, de son infectiologue, dans le sens qu'elles sont suivies? Oui, absolument. Je dirais presque que c'est grâce à ces femmes que j'ai découvert qu'on pouvait en effet l'autoriser sous certaines conditions et qu'il y avait des infectiologues qui étaient intelligents, d'ailleurs ils sont nombreux à être intelligents, et à trouver un accord avec leurs patientes. Et en fait, ce sont souvent des cas soit où l'importance du symbole, la force de la tradition est tellement énorme que du coup, il faut que cet allaitement ait lieu, sinon vraiment, ça va entraîner beaucoup de souffrance chez la femme ou du rejet de la part de la communauté. Ou alors, ça peut être aussi des situations très précaires où l'allaitement constitue une façon sûre de nourrir l'enfant, là où sinon, on serait quand même à risque d'avoir un enfant qui soit dénutri. Mais ce sont quand même, il faut que ça reste des cas exceptionnels. Et je crois que c'est vraiment le message à faire passer. La règle, ça doit vraiment être, on n'allaite pas quand on vit avec le VIH en France. Parce que, je dis là aussi dans les discussions que j'ai eues parfois avec certaines femmes, c'est de leur dire, mais imaginez qu'on vous annonce que votre enfant a eu, quand il était dans votre ventre, un développement parfait, qu'il n'a pas du tout attrapé le virus, que tout s'est bien passé, il est né, tout s'est bien passé, et puis en le nourrissant, vous lui avez transmis le virus. Ça serait quand même incroyablement rageant, triste, alors qu'on avait une façon d'éviter ça. Donc du coup, il faut quand même que ça soit le message clé, c'est que normalement, on n'allaite pas. Maintenant, ça se discute. Il faut discuter au cas par cas dans certaines situations. Vous
Oui, et pour parler un peu plus en général de l'allaitement et du lien aussi qu'il y a avec la sexualité, c'est un lien étroit, c'est un lien occasionnel. Comment on peut parler des deux choses? Je pense que c'est un lien fort parce que il y a beaucoup de traités de sexologie et de psychologie là-dessus qui disent que finalement la femme, quand elle est en situation de pouvoir allaiter, c'est comme si tout d'un coup elle avait un organe proche de l'organe masculin, si je puis dire, parce que les seins dans ces cas-là donnent un liquide qui est source de vie, un liquide un peu blanchâtre. Donc il y a un peu cette idée que tout d'un coup la femme est dans une puissance nourricière entre guillemets, et ça lui donne un pouvoir presque comparable à celui des hommes. Et ça, je crois que bon, c'est du traité un peu théorique, mais c'est pas très loin de la pratique. C'est-à-dire qu'il y a cette puissance-là tout d'un coup chez la femme de pouvoir continuer à donner la vie à travers ces seins qui deviennent des organes de vie, si je puis dire. Et ça, dans les traditions populaires, les hommes, ils ne s'y sont pas trompés parce que, par exemple, dans certains pays, alors ça m'a été rapporté par des patientes, je pense notamment à des patientes ougandaises, il y a des traditions où l'homme va demander à la femme, quand elle est en situation de pouvoir allaiter, de lui donner le sein. Donc l'homme va téter sa femme. Ce qui évidemment est tout à fait décommandé et n'est pas recommandé si jamais la femme vit avec le VIH, bien sûr, puisqu'il y a un risque de transmission du VIH à l'homme si jamais l'homme, lui, ne vit pas avec le VIH. Mais il y a certaines traditions de ce type-là parce que ce lait devient un symbole de puissance, d'énergie, de guérison, devient un liquide extrêmement fort et puissant. Et ça, on retrouve beaucoup ça dans des traditions populaires africaines, mais aussi dans des traditions populaires occidentales d'ailleurs. Cette puissance de la femme qui allaite. Et du coup, quand on ramène ça à la sexualité, je crois que ça participe aussi à la construction de la sexualité de la femme quand elle a vécu cette étape-là de l'allaitement, parce que du coup, elle peut se sentir plus puissante sexuellement. Et c'est pour ça que c'est très important de discuter avec les femmes qui ne vont pas pouvoir allaiter, c'est de leur dire que ce sentiment un peu de puissance, d'accomplissement dans leur féminité, elles peuvent tout à fait le travailler sans allaiter parce qu'elles étaient en situation de pouvoir allaiter. Et c'est ça qui compte. Après qu'elles n'aient pas allaité pour des raisons médicales, c'est un autre problème. Mais on ne va pas leur enlever ça. Elles ont conçu un enfant, elles ont porté cet enfant, elles ont accouché et elles étaient en situation d'allaiter. Et ça, il ne faut pas qu'elles l'oublient. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment vécu tout le trajet d'une femme et d'une mère. Donc après, encore une fois, la dernière étape d'allaiter factuellement, c'est pas la plus importante au final. Mais ça se travaille avec les femmes. Faut leur dire, faut les rassurer là-dessus. Et après, dans la sexualité, les femmes en parlent très bien, c'est-à-dire que parfois, elles vont avoir une sensibilité particulière au niveau des seins. C'est très variable d'une femme à l'autre. Certaines femmes ne vont pas supporter qu'on leur touche les seins pendant qu'elles sont en situation de pouvoir allaiter. D'autres, au contraire, vont dire qu'elles sont beaucoup plus sensibles et que c'est du coup beaucoup plus agréable. Tout ça, c'est des trajets individuels. Il faut aussi savoir entendre ça et les accompagner dans ces trajets-là. Et par rapport du coup, pour revenir aux femmes qui vivent avec les VIH, est-ce que ça vous arrive de déconstruire avec les femmes des fausses informations par rapport à l'allaitement, des croyances? Oui. Bien sûr, il y a beaucoup de croyances parce qu'il y a beaucoup de signaux contradictoires. Parfois, vous allez trouver sur Internet ou dans la communauté, on va vous dire que si tu allaites ton enfant, tu vas lui transmettre des anticorps, donc des éléments protecteurs contre les virus et notamment contre le VIH. Donc parfois il y a ces croyances-là et du coup on explique à la femme que c'est vrai que le lait maternel contient des anticorps contre certains virus, certaines bactéries, mais que le risque c'est surtout qu'ils contiennent du virus du VIH, donc du virus à l'origine du sida. Et ça, c'est évidemment grave comme risque. Il y a aussi des traditions où on va penser que si on n'allaite pas son enfant, par exemple, il va avoir le mauvais œil, il va pouvoir être plus sensible au fait d'être marabouté, par exemple, ou ce genre de choses. Là aussi, je crois que c'est important d'entendre ça, de respecter ces traditions, mais d'expliquer que le risque médical qui est encouru si on allaite est plus élevé que tout ça. Et c'est toujours une balance bénéfice-risque. Et on travaille là-dessus avec la femme, c'est de dire on va faire la liste des bénéfices possibles de l'allaitement et des risques que vous prenez. Et puis ensemble, on va décider de ce que vous devez faire.
Et souvent, on s'aperçoit que le risque de transmettre un virus qui est quand même, qui reste un virus qu'on ne peut pas guérir, même si on vit parfaitement avec grâce au traitement, c'est quand même un risque qu'on n'a pas envie de prendre pour son enfant. Pour conclure, je me permets de vous poser une question parce que vous êtes très fortement attentif à la parole des patients, vous êtes à leur écoute. Si nous pouvons faire une comparaison entre ce qu'était le TASP il y a maintenant plus de 10 ans, les traitements comme prévention et maintenant l'allaitement. Est-ce que il ne faudrait pas, le fait que les femmes d'elles-mêmes vient ce besoin, un désir d'allaiter, et il y a des cas de plus en plus nombreux de personnes qui allaitent avec aucune contamination de leur enfant. Il y a des études, on ne veut pas aller au-delà de ça. Les études sont, comme vous avez bien dit, pour l'instant, ils ne recommandent pas l'allaitement. Mais il ne faudrait pas peut-être vraiment comprendre plus dans le fond ce besoin et peut-être proposer plus d'analyses, plus de recherches pour que la situation puisse éventuellement changer dans un futur. Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors heureusement, il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Par exemple, il y a des essais avec des médicaments préventifs qu'on donne à l'enfant, au nouveau-né, sous forme de sirop, qui permettent d'être sûr qu'on prend zéro risque. Donc un peu comme la PrEP aujourd'hui chez les personnes qui ne veulent pas attraper le VIH et qui du coup prennent un traitement pour ne pas attraper le VIH, et un peu comme le TASP, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que du coup, comme ça, on est sûr que la femme prenant un traitement efficace et ayant donc une charge virale indétectable, mais ayant en l'état actuel de nos connaissances un risque minime d'avoir un peu de virus dans le lait, malgré tout. Et l'enfant prenant ce sirop préventif, du coup, ça nous donne à l'arrivée un risque nul de transmission du VIH et donc on peut respecter ce désir d'allaiter des femmes. Donc ça, c'est une piste très intéressante. Mais vous avez tout à fait raison, les grandes avancées dans le VIH, elles ont eu lieu parce qu'on a écouté les personnes et qu'on a écouté leurs revendications. Et il faut qu'on écoute les femmes aujourd'hui qui nous disent je veux allaiter, c'est important pour moi, donc je me battrai jusqu'au bout pour qu'on trouve des stratégies pour que je puisse allaiter. Et bien du coup, il faut que la communauté médicale, scientifique se batte pour trouver des stratégies pour qu'elles puissent allaiter. Et ça suffit pas de dire non, faut pas allaiter. Et quand les femmes nous disent mais moi ça me va pas cette réponse-là, il faut aller plus loin et il faut que dans les années qui viennent vous trouviez des façons de faire pour qu'on puisse allaiter. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Donc ça veut dire les stratégies dont je vous parlais, trouver des traitements préventifs chez l'enfant, chez le nourrisson. Ça veut dire aussi mieux comprendre ce qui se passe dans le lait maternel, parce que au fond, pourquoi il y aurait du virus dans le lait maternel quand la charge virale elle est indétectable dans le sang? Il faut qu'on comprenne pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas des façons de faire pour du coup encore mieux bloquer ce virus pour qu'il n'aille pas dans le lait maternel? Mais oui, vraiment, je suis d'accord à 300% avec ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est en écoutant les femmes et les communautés qu'on va pouvoir aller plus loin et les aider à pouvoir enfin allaiter. Je viens de commencer, séquence caressée. Et tu me dis tranquille, faut pas cesser. Encore fouté à dents, c'est ça qui est important. Laisse-moi promener mes mains de petit malin. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo Francky. je sens tes groseilles. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo Francky. c'est du savon de Marseille. C'est ça. Elle vit Jules. Tu passes tes mains câlines, pas de poils sur ma poitrine. Tu approches ta bouche féline, attends-moi pour que j'urine. Mon zizi délicieux est peut-être vicieux. Je deviens tout puissant dans ce lit excitant. Alice, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo Francky. je sens tes groseilles. Alice, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo Francky. c'est du savon de Marseille. C'est ça.
Mais moi je suis no bon, j'ai beaucoup de charme, les femmes s'enflamment. Quand Alice atteint l'orgasme, elle pas comme toutes les dames. Elle ne gémit pas, préfère tousser. C'est un vrai sex symbole. Mais moi je suis no bon, j'ai beaucoup de charme, les femmes s'enflamment. Quand Alice atteint l'orgasme, elle pas comme toutes les dames. Elle ne gémit pas, préfère tousser. Tous, 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 tous. Tout ce qui veut tous, Francky en veut tousser. je vais vous faire tousser. Tous, 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 tous. Tout ce qui veut tous, Francky en veut tousser. je vais vous faire tousser. Hey, 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 say, Sweet, sweet, sweet. Alice a glisse, Sweet, 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 sweet. après balla. Sweet, sweet, sweet. Alice a glisse, Sweet, 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 sweet. après balla, après balla, Yeah, yeah, yeah. après balla, Yo, yo, yo. après balla, Yeah, yeah, yeah. après balla, Yo, yo, yo. après balla, Yeah, yeah, yeah. après balla, Yo, yo, yo. après balla, Yeah, yeah, yeah. après balla. J'ai la mania, j'ai la mania, j'ai la mania. Oh, J'ai la mania, j'ai la mania, j'ai la mania. oh, J'ai la mania, j'ai la mania, j'ai la mania. oh. J'ai la mania, j'ai la mania, j'ai la mania. C'est ça. Vous êtes toujours à l'écoute des Vivre avec les VIH, l'émission qui donne la parole aux séropositifs à ceux qui les aiment. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous laisser un message au 01 40 40 90 25 ou bien commenter directement le post sur notre site Facebook. On continue avec une autre information importante de cette semaine. Nos auditeurs le savent, chaque année nous suivons les festivals Solidays, un événement important pour la lutte contre les VIH. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un communiqué de presse diffusé par Solidarité SIDA, les organisateurs de Solidays. Nous n'avons plus le temps d'attendre. C'est ça les grands titres que l'organisation a envoyés à la presse. La probabilité de pouvoir jouer en plein air un grand jeu début cet été est tellement faible qu'il ne nous semble pas raisonnable de vouloir y croire plus longtemps. Cette incertitude qui nous ronge depuis des mois engage de la crainte et pour Solidarité SIDA, l'avenir doit rester une promesse et non pas devenir une menace. Il continue. Bien sûr, nous nous sentons engagés envers les centaines de milliers de jeunes fidèles à Solidays, les dizaines d'associations qui comptent sur les festivals pour recruter les volontaires de demain, les partenaires qui nous font confiance depuis les premiers jours, nos 3000 formidables bénévoles, sans oublier nos amis organisateurs du festival. Mais nous n'oublions pas que notre engagement premier est celui envers les malades du VIH qui, à travers le monde, comptent sur nous pour défendre leurs droits, apaiser leurs souffrances ou adoucir leur quotidien. Ces responsabilités, nous les portons sur nos épaules depuis 29 ans et nous imposent souvent des choix difficiles. Voilà pourquoi nous ne voulons plus nourrir l'espoir sans être sûrs de rien. Nous n'avons plus le temps d'attendre ni un taux de vaccination rassurant, ni l'hypothétique mise en place d'un passeport sanitaire, ni le jour où nous pourrons retrouver un peu de normalité dans nos vies. Aujourd'hui, notre responsabilité est d'acter à nouveau l'annulation de notre festival, pas tout à fait comme les autres, pour reporter toute notre énergie sur la recherche des 3,5 millions d'euros des résultats qui vont disparaître cette année encore. C'est l'avenir des Solidarités SIDA et des 114 programmes que nous soutenons dans 21 pays qui est en jeu. L'an passé, l'ensemble des partenaires publics ont maintenu leur contribution au festival malgré l'annulation, de même que de nombreuses entreprises privées.
Il faut qu'il en soit le de même en 2021, d'autant plus que les festivaliers ne pourront pas nous faire don de leurs billets comme ils l'ont fait en 2020, puisque les billetteries n'ont pas été ouvertes. Dans l'urgence et l'adversité, nous devons aussi trouver des solutions complémentaires. Nous n'avons pas le choix. La première d'entre elles est une grande soirée télé Solidays en juin prochain. Nous y travaillons dans l'idée de célébrer autrement la jeunesse et la solidarité en musique. Nous avons aussi pour ambition de mobiliser lors du week-end du festival qui était prévu initialement au 18 et 20 juin toutes celles et ceux qui, comme nous, pensent que Solidays est essentiellement au travers d'initiatives diverses et variées des récoltes de fonds. Alors, restez connectés et surtout, prenez soin autour de vous des jeunes et des moins jeunes de cette crise rend plus vulnérables. C'est aussi une urgence. Et voilà la communication des Solidarités SIDA, l'organisateur de Solidays. Du coup, pas de festival en plein air, au moins pour l'instant, il est annulé. Peut-être un événement télé, restez synchronisés, cherchez des informations, on essaie de contribuer à cet événement même si ça ne sera pas comme les autres années, malheureusement. Something flavor, aventura. Hello? Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Yo conocí tu novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia. Por eso no hay motivos para yo respetarlo. No es amor, lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas, así funciona el corazón. Bien vestido y en mi Lexus pasé por tu colegio. Me informan que te fuiste como un loco, te fui a alcanzar. Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba. Para calmar mi ansia yo te quería llamar, pero no tenía tu número. Tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. No es amor, Escúchame, por favor. lo que tú sientes ¿Qué es? se llama obsesión, una ilusión Estoy perdiendo el control. en tu pensamiento que te hace hacer cosas, así funciona el corazón. Mi amor, por Dios, no me enganches, espérate, ¿qué más? Hice cita para el psiquiatra a ver si me ayudaba. Pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte para intentar besarte. ¿Será posible que de mi obsesión no pueda morir? Y quizás pienses que soy tonto, bribón y también loco, pero es que en el amor soy muy original. Me enamoro como otros, conquisto a mi modo. Amar es mi talento, te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto. Con lujo de detalles, escucha mi versión. Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte. Llevarte a otro mundo en tu mente, corazón. Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras. Voy a hacerte caricias que no se han inventado. Let me find No es out. amor, no es amor, es una obsesión. Oh, no. No es
Et c'est le moment des annonces du cœur. Pour écrire une annonce, vous pouvez aller sur notre site comitédesfamilles.net, vous enregistrer avec une adresse mail ou bien faire les liens avec Facebook, Twitter ou Google et vous serez inscrit immédiatement. Il faut juste valider. Une fois inscrit, vous pourrez lire les messages qu'il y a sur le site et surtout échanger, écrire votre petite annonce du cœur pour chercher l'amour, pour chercher l'amitié et les autres pourront vous écrire, vous contacter. Si vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas et vous paraît compliqué, n'hésitez pas à contacter les 01 40 40 90 25. Demandez de Christina, je vais vous aider à résoudre le problème. Je vous lis quelques annonces, mais je vous renvoie vraiment au site internet où il y en a beaucoup plus actualisés. Ces messages, ils sont déjà un peu datés parce que j'ai une liste. Je n'arrive pas à lire tous les messages à chaque émission des radios. Du coup, rendez-vous sur comitédesfamilles.net. Mais je commence aujourd'hui par Nadine. Coucou, moi c'est Nadine, camerounaise de 32 ans, séropositive, désire faire la rencontre de mon prince charmant du même statut que moi. À plus, bisous. Bonjour, je suis un jeune homme africain travaillant et vivant en région parisienne. Je recherche idéalement une femme stable et âgée de moins de 34 ans pour faire connaissance et également construire une vie à deux. Je suis indétectable et en bonne santé. Au plaisir de te lire. Je continue. Bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. Je suis ingénieure en sciences de la communication. En effet, je suis à la recherche de l'âme sœur, c'est-à-dire une femme qui deviendra mon épouse. Je souhaiterais rentrer en contact avec une jeune fille courageuse, ambitieuse, qui aime le travail, entre 25 et 40 ans ou plus, célibataire sans enfant. Je ne comprends pas pourquoi certains garçons aiment faire souffrir les femmes. Moi, c'est plutôt avec les femmes que je n'ai jamais eu de chance. Je tombais toujours sur des filles qui voulaient s'amuser. Et pourtant, moi, je voulais faire du sérieux. Je veux pouvoir essuyer toutes les larmes et les souffrances qui ont dû couler sur son visage. Je veux l'aimer comme aucun garçon ne l'a fait. Je veux lui donner le sourire et la rendre heureuse car elle la mérite vraiment, ma chérie. Je veux la traiter non pas comme ma lapine, bien sûr, mais plutôt comme ma reine car elle sera précieuse pour moi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et à bientôt. Voilà, comme vous venez d'entendre, les messages sont plus ou moins détaillés. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est toujours bien de mettre une petite description de vous, physique, dans votre qualité, même dans vos défauts, et surtout dire ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Comme ça, c'est plus facile qu'une personne qui a les mêmes attitudes puisse vous contacter avec plaisir et il peut y avoir une suite. Mais bon, on est libre, on peut, voilà, tout est accepté dans le respect et la dignité. Je vous rappelle que tous les messages sont validés par l'en-soi avant d'être publiés. La prescription de la PrEP chez le généraliste retardée. Le décret permettant la prescription chez le généraliste est retardé dû à une erreur d'écriture dans le dossier. Elle est ainsi reportée, freinant considérablement la lutte contre le VIH. Rappelons que l'efficacité de la PrEP permet d'éviter 2400 contaminations par an. Ainsi, il est important que les médecins généralistes puissent la prescrire. L'indignation des associations est démontrée par Aurélien Baucan, président de AID, qui souligne que le décret était attendu pour le printemps 2020. C'est irresponsable de limiter le déploiement de la PrEP pour un simple vice de forme qui, en plus, a été pointé du doigt. Le ministère va être responsable des futures infections, ajoute Aurélien Baucan. Notons également que la délivrance de la PrEP est en effet de moins 36% par rapport aux attentes.
La reprise des centres de dépistage n'a pas empêché la baisse des délivrances, marquant ainsi une baisse de moins de 19% en septembre 2020. Le ministre de la Santé se mobilise pour trouver rapidement des solutions permettant de répondre aux attentes des personnes vivant avec le VIH et des professionnels. Restrictions sur les dons du sang par les homosexuels au Canada. Depuis les années 80, il est interdit pour les homosexuels de faire un don du sang. Malgré des assouplissements, cette mesure reste discriminante et sans fondement. Cependant, depuis la pandémie du Covid-19, quelques hommes ont pu donner leur sang car forcés à l'abstinence durant le confinement. On peut se demander pourquoi une telle mesure. Depuis le scandale du sang contaminé en 1986, où 2000 patients ont été contaminés par le VIH et 60 000 par l'hépatite C, ces chiffres étaient directement reliés aux pratiques sexuelles des hommes homosexuels, créant ainsi une discrimination supplémentaire. Au fil des années et grâce à l'avancée dans la recherche contre le sida, des assouplissements ont pu être mis en place. Depuis 2019, la précaution d'abstinence est de 3 mois. Cette discrimination n'est pas propre au Canada. En France, une alliance d'organismes a porté plainte pour discrimination. En effet, il y a une différence de traitement réservée aux hétérosexuels qui, eux, doivent n'avoir qu'un partenaire lors des 4 mois précédant le don. La Société canadienne du sang réclame ainsi une modification du règlement. Selon eux, les donneurs doivent être sélectionnés sur leur comportement personnel et non pas par leur appartenance à un groupe jugé à risque. De plus, cette mesure pousse certains couples homosexuels à mentir pour contourner le critère de 3 mois préférant la désobéissance qu'à l'inaction. À l'international, plusieurs pays européens permettent aux hommes homosexuels le don du sang et aucun accident n'est survenu. Coup d'œil sur les séropositifs en Israël. 8000 personnes avec le VIH sont comptabilisées en Israël. Leur espérance de vie n'a cessé d'augmenter grâce à l'avancée de la médecine. Aujourd'hui, 20% des personnes portant le VIH ont plus de 50 ans. Les examens pour le VIH sont de plus confidentiels. Ainsi, il est possible de se faire dépister dans chacune des branches de la caisse maladie israélienne. Le financement des examens de VIH est aux caisses maladie. Il est également possible de se faire examiner dans l'une des cliniques du sida reconnues par le ministère de la Santé. Il y a donc 2 possibilités. Le patient accepte que le résultat soit transmis à la caisse maladie. Dans ce cas-là, il est financé par celle-ci. Dans le second cas, le patient souhaite que le résultat négatif de l'examen ne soit pas transmis à la caisse maladie. Il devra donc payer le coût de l'examen. Enfin, l'armée israélienne accepte maintenant les séropositifs dans leur rang pour effectuer le service obligatoire de 32 mois. Ils étaient auparavant dispensés pour des raisons médicales, ils sont cependant exclus des unités de combat. Le vaccin contre le VIH découvert, des premiers essais qui donnent espoir. Cette recherche menée par un centre de recherche situé aux États-Unis et une association ayant pour but d'accélérer le développement des vaccins serait sur le point de départ d'une véritable révolution. C'est une étape importante dans la recherche et la lutte contre le VIH. En effet, des premiers essais cliniques révèlent des résultats prometteurs qui donnent espoir. Sur 24 personnes ayant reçu le vaccin, 97% d'entre eux ont des résultats probants, augmentant le nombre de cellules immunitaires. Le vaccin est donc capable de stimuler les bonnes cellules permettant la création d'anticorps qui luttent contre le VIH. Ces premiers tests sont une avancée dans la recherche dans la lutte contre le VIH. Nous pensons que cette approche est la clé pour créer un vaccin contre le VIH, mais aussi potentiellement d'autres vaccins contre d'autres virus, déclare William Schiff, immunologiste. Le vaccin pourrait en effet être utilisé dans la conception de vaccins contre d'autres virus, comme notamment la grippe ou encore la malaria. La prochaine étape est maintenant d'avancer sur le vaccin contre le VIH. D'autres essais cliniques sont attendus. Si les résultats sont un succès, cette découverte serait une révolution. Naja boingati na teo na sengi e paratoe nazangi sutena vinangae o abonele langayo mobile boinga na se andoto aloti na zweli embanga
natonga lamuki ole atunanga akamati décision angayo ngayo ngayo angayo ngayo mawa angayo ngayo ngayo angayo ngayo mawa yasha boinga tinateo nasengi palado nazangi sutena vinangae po abonelelanga mobala boinga na se ya ndoto aloti nazweli ye mbanda natonga lamuki ali atuna ngai akamati décision mobali na ngai baboyaka moninga boyeti est-ce que réfléchir me ngai moyena boyoya te ata toke na tribunal nakoyebi so mpe juge wana moyena boyoya te nalula yo fu bato bayekotuna nga likambo nazali se kolelalela mawa nazangi liloba ya kozongisela bango posomo elekaki ngai batunaka biso bato makila mabe tosala nini ye balingaka tope mateo nafandaka loboko na litama nakomitunaka mawa eza makambo liwa ya kala ezalaki eloko ya mawa lelo ekoma liseki esika ya barandevous esika mabale esalamaka esika ya matongi mawa ozali boma Jean balingaka moto ndenge nini papa nga moto nakoma moye na bengo papa na to sheri nakokaka te nakoma kobenga yo ya Jean na mitia na kati ya fami na yo na mikotisa ya Jean yaza kosilikaka boye te makambo ezali minene nayemba na poete lutumba simaro ayembisaki nga melesi bapesaka na mbwa te grand maître Franco biso bapeti nde tozali tokoki kobosana te vraiment navandaka loboko na litama nakomitunaka mawa angayo ngayo mawa angayo ngayo mawa angayo ngayo mawa yaja boinga tina teo nasengi yo parado
moyena lobango na bato ya te vraiment ata bafingaka moto moyen ya te bafingaka moto boye di ya bopolo ese bafingaka moto boye obima na tongo na ndako ntango ozonga na pokwa okuta ebe problème nalembi Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui, Vivre avec le VIH. Merci Sophia. De rien. À bientôt à tous les auditeurs et les auditrices. À la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et prenez soin de vous.